ces porte-paroles de l'armée ukrainienne. Écoutez. La tâche principale des Russes, c'est au moins prendre Marinka et Avdiivka. Je ne pense pas que l'ennemi soit capable de quoi que ce soit en ce moment. Il s'agit donc de petites attaques. Et dans quel but ? Pour montrer à son peuple que l'armée russe peut encore faire quelque chose. Parce que si on regarde les avancées de l'armée russe en une année, soit 1 kilomètre ou 2, ce serait probablement leur plus grande réussite. Voilà, alors c'est probablement l'une des villes auxquelles ils tiennent le plus. On va aller voir sur la carte avec vous, Général Chauvencier, oui, j'allais dire amiral, je ne sais pas pourquoi. Venez avec moi. Je changerai. Vous vous mettez, oui, pourquoi pas, vous pouvez changer d'arme. Mettez-vous de ce côté-là parce qu'il va falloir que vous nous expliquiez effectivement ce que pourrait être la stratégie des Russes, qui serait d'ailleurs sans doute différente de celle qu'on a pu voir par exemple à Bakhmout. Hein. Oui, tout à fait. Donc on a quand même... si on peut tout me donner, voilà. Hein. Non, bah, je l'ai pas. Le crayon, vous avez un crayon ? Je n'ai pas de crayon. C'est pas grave. On va, non, alors, non, annulé. On annule. Voilà, vous allez nous montrer comme ça, voilà. c'est pas grave. Donc ici, vous avez une offensive russe vers Stepovier et par là. Ouais. Une offensive par ici vers le nord. Et vous avez Avdiivka ici. Alors ici, vous avez une coquerie. Hein, donc ça sert à faire de l'acier. C'est la plus importante usine de coque d'Ukraine. Donc c'est la cible actuelle, avec une voie ferrée qui descend comme cela. Et actuellement, il semblerait que les Russes aient atteint cette voie ferrée qui se trouve à peu près là. Et ils seraient déjà dans une partie de la coquerie. Voilà. Et actuellement, qu'est-ce qu'on a face à eux ? On ne sait pas quelles sont les forces russes. Hein. En gros, moi j'estimerais à 10-12 000 Ukrainiens capables de résister à une force russe. Ici, vous avez la 110e mécanisée, brigade mécanisée, donc c'est-à-dire du blindé et du fantassin ukrainienne. Ici, vous devez avoir la 59e. Là, on ne sait pas l'unité qui est là, donc ça vous fait 3 brigades qui résistent aux Russes actuellement, et derrière vous devez avoir 1 ou 2 brigades en appui ou une 3e, ce qui fait en gros on est aux alentours de 10-12 000 Ukrainiens face à une masse théoriquement de 30 à 40 000 Russes. C'est ce que disaient les Ukrainiens il y a quelques mois. Ouais. Et à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas très bien quelles sont les forces représentées. L'idée pour les Russes, ça serait de refermer cette tenaille comme ça en fait. Ah, tout à fait, parce qu'entre là et là, hein, entre ce jaune et ce jaune-là, c'est 6 km. 6 km. Et vous avez un axe qui part comme cela, un axe routier important. Ce qui veut dire en gros que si les Russes arrivent à fermer cette tenaille, toutes les forces ukrainiennes qui sont ici seraient encerclées, et nous serons dans une période de siège, sachant qu'en parallèle, il y a des contre-attaques ici, ou dans cette région-là, oui, des Ukrainiens sur les forces russes, et pareil, mais que pour l'instant, ça n'aboutit pas. Donc c'est beaucoup de petits combats, comme disait le porte-parole ukrainien, ce sont des petits combats, mais de part et d'autre. C'est-à-dire que de part et d'autre, on n'avance pas beaucoup. Mais il y a une progression mètre par mètre, au moins du côté russe, à date d'aujourd'hui. Donc à ne pas comparer avec Bakhmout, où ils ont poussé pour prendre la ville, ils n'ont pas encerclé la ville, on est d'accord ? Tout à fait. Ça, c'est pas la même technique. On est sur une technique de tenaille. Alors, c'est plutôt une question de topographie, puisque Bakhmout, il y avait des collines importantes, et notamment à l'ouest de Bakhmout, qui permettaient aux Ukrainiens de résister. Mais là, ce n'était pas tout à fait le cas. C'est plat, quand vous allez regarder les images, c'est plat. Pratiquement, il y a un très faible dénivelé. Et en fait, c'est un combat de zone urbaine. Une ville de 32 000 habitants qui est passée à moins de 2 000. De toute façon, il n'y a plus que les forces militaires. Et là, en plus, il y a un intérêt économique. Prendre la principale usine de coque qui permet de fabriquer de l'acier, le prendre à l'Ukraine, c'est aussi un succès, pas uniquement militaire, c'est aussi l'affaiblissement économique, bien entendu, de l'Ukraine. Et on a aussi, on va se rasseoir, merci beaucoup, on a aussi, colonel Arbaretier, l'idée selon laquelle avancer dans Avdiivka, pour les Russes, permettrait de garder quand même Donetsk hors de portée des canons. Oui, c'est l'un des intérêts. Aussi. Mais je pense que l'intérêt principal, ce serait dans le domaine de la guerre de l'information, montrer que l'armée russe est capable d'une grande victoire, surtout en cette période où les manœuvres sont difficiles à cause du climat, du terrain. Et finalement, si on n'avance pas beaucoup, comme l'a très bien souligné le général, c'est d'abord parce que le terrain n'est pas facile. Alors déjà, en temps normal, je dirais, quand le terrain est sec, les unités ont du mal à avancer parce que la puissance de feu des Russes est considérable, côté ukrainien. Là maintenant, les Russes essaient de manœuvrer. Alors on a le souvenir, en décembre 1941, lorsque les Russes ont empêché les Allemands de capturer Moscou, ils avaient des aptitudes à mon avis, qu'ils ont perdues parce que à cette époque-là, les divisions sibériennes s'étaient entraînées avec du matériel spécifique. Et j'ignore
quand on regarde les pauvres prisonniers russes que font les Ukrainiens, si ces soldats russes ne sont pas jetés tout bonnement dans l'enfer, sans avoir d'entraînement spécifique comme l'ont eu les fameuses divisions sibériennes qui ont empêché les nazis de prendre Moscou en décembre 1941. Alors, si on en croit le papier que je vais vous montrer tout de suite, c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'on demande à des soldats russes blessés de rester sur le front pour faire la masse. Des soldats blessés doivent emmener Avdiivka jusqu'à la ligne directe de Poutine, c'est-à-dire qu'ils ont en fait, ces gens-là ont interpellé Vladimir Poutine directement en disant il faut nous faire rentrer, on nous oblige à rester alors des mois et des mois, à revenir même après avoir été blessés, et donc ils veulent l'interpeller dans cette fameuse émission Ligne Directe. Le titre est pas très parlant, mais l'idée c'est ça, Ligne Directe, c'est cette fameuse émission qu'il va donc faire dans une semaine où il répond directement à des téléspectateurs. On nous dit que les questions ne sont pas tout à fait triées. Bon, en tout cas, la question d'Avdiivka, il va falloir la régler. Et là, Elisabeth Shepard, c'est très important pour Vladimir Poutine parce que s'il ne l'a pas réglée d'ici la semaine prochaine et sa fameuse émission Ligne Directe, elle va devenir un boulet, cette ville, cette bataille-là. Surtout que vous parlez des soldats, mais il y a aussi maintenant des appels des femmes des soldats qui demandent à ce que leur mari revienne pour leur mariage, pour leurs enfants. Donc ça peut devenir un vrai boulet dans une élection présidentielle où on voit quand même des opposants. Je ne sais pas s'ils vont rester longtemps opposants ou finir en prison ou autre, mais on a vu plusieurs opposants ces dernières semaines se présenter. Donc. Il y a quand même quelque chose qui est curieux dans cette affaire-là, et notamment dans cette présidentielle et dans ces élections. Patrick, on a beaucoup dit, bon, il est sûr d'être réélu, on va le réévoquer tout à l'heure avec Magali, puisqu'on va faire justement un point sur un de ses opposants. On a beaucoup dit que l'Ukraine était un non-sujet, etc. Et en même temps, si j'ose dire, on nous dit beaucoup aussi, Poutine a retardé sa déclaration de candidature parce qu'il n'avait pas de victoire à annoncer, que là, il pousse le plus qu'il peut, en quitte même à faire revenir des soldats blessés, etc., pour pouvoir gagner Avdiivka d'ici la fin de l'année, justement pour pouvoir l'annoncer au moment où il annonce sa candidature. Donc en fait, on a un peu de mal à comprendre la place que ça prend dans l'esprit politique de Poutine, cette affaire-là.